Merci de votre fidélité à Télésud. Nous allons aujourd'hui, dans cette édition de Pile et Face, nous intéresser à l'Union africaine. L'Union africaine, à la fois parce que, comme le continent africain, elle a traversé une très grave crise l'année dernière, en 2011, avec le printemps arabe, avec la situation en Côte d'Ivoire et d'autres exemples que nous pourrions continuer d'énumérer. Aussi parce que cette semaine se tient le sommet de l'Union africaine, au cours duquel sera probablement élu, reconduit ou élu un nouveau président de la Commission. Alors, pour parler avec moi de cette Union africaine, Julie Owono, qui est consultante en relations internationales. Bonjour. Avec nous également sur le plateau pour discuter de cette question, le docteur Paul Kananoura, qui est le président de l'ASEAF. L'ASEAF, c'est l'Association des stagiaires et étudiants africains en France. Bonjour. Bonjour. Avec nous enfin un confrère, Valentin Odonou, qui est journaliste indépendant et avec lequel on va essayer de revenir sur cette grosse actualité africaine. Bonjour. Bonjour. Donc, première question, et on l'a beaucoup entendu pendant cette fameuse crise sur le continent africain. Est-ce que l'Union africaine sert encore à quelque chose? C'est un peu dur comme question. Non, mais je pense que l'Union africaine devrait en tout cas servir à quelque chose. C'est vrai qu'elle a connu pas mal de ratés, surtout au cours de l'année 2011. Mais moi, je pense qu'il faut être en même temps tolérant et exigeant. Et je pense qu'effectivement, elle pourrait faire beaucoup mieux. Mais bon, si vous voulez, on reviendra un peu sur les raisons pour lesquelles, justement, cette machine, qui aurait dû être une machine performante, est souvent en panne, voire complètement, déraille complètement. Si vous voulez, on y reviendra. Mais je pense que cette Union africaine porte pour moi un péché originel qui fait qu'à la base, parce que comme l'OUA, vous vous souvenez que l'Union africaine a été créée pour succéder à l'OUA, qui était totalement défaillante, tout ça. Et l'Union africaine donc a été créée par des chefs d'État volontaires, c'était Olusegun Obasanjo et le président Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud et le Muammar Kadhafi, oui, qui voulaient vraiment créer un appareil performant pour résoudre les problèmes de l'Afrique. 1999, exactement, à Sirte. Exactement. Le problème, c'est que moi, le péché originel de l'Union africaine, pour moi, c'est que l'Union africaine, c'est une sorte de bazar où tout le monde peut rentrer. Si je prends par exemple l'Union africaine qui veut s'inspirer de l'Union européenne, on ne rentre pas dans l'Union européenne comme on veut, même quand on est européen. C'est pas juste parce qu'on est dans l'Union, sur le continent européen qu'on fait. Il y a des conditions. Et je pense que l'Union africaine se renforcerait vraiment en s'inspirant de ce modèle. Parce que quand on a dans sa charte des valeurs comme la démocratie et la bonne gouvernance, le minimum, c'est de les respecter. Or, ce n'est pas le cas. Et on sait bien pourquoi. Et voilà, c'est ça, à mon avis, le péché originel de l'Union africaine. Julie Owono, quel est votre avis sur la question? Est-ce qu'on peut encore attendre quelque chose de l'Union africaine? Moi, je pense effectivement que pour un continent qui compte pratiquement 1 milliard d'habitants et qui continuera de croître, l'Union africaine, ou en tout cas une institution qui représenterait les intérêts de 54 États africains, est forcément... c'est une attente que tout le monde peut avoir. Et dans ce sens, je pense qu'elle peut servir encore à quelque chose. Maintenant, je rejoins tout à fait l'analyse de M. Odonou, dans le sens où c'est une institution qui pêche originellement par le fait qu'elle-même ne respecte pas... Qui trop embrasse mal les trains, 54 membres, 53 plus précisément, parce que le Maroc n'en fait pas partie. Le Maroc n'en fait plus partie, effectivement, depuis un certain nombre d'années. Membre fondateur, pourtant. Membre fondateur, mais peut-être aussi que ce pays ne s'est pas retrouvé dans une dynamique que l'Union africaine a peut-être pêché à trouver et pêche encore à trouver aujourd'hui. Or, le monde est en train de changer. Les BRICS deviennent de plus en plus importants sur la scène internationale. Il est temps que... Les pays émergents. Il est temps que l'Afrique aussi, qui est un continent qui compte un bon nombre de ces pays émergents, puisse avoir une institution qui a les moyens de fonctionner, qui a les moyens aussi d'être un partenaire sur la scène internationale, face à l'Union européenne, face à l'ONU et face aux autres... Au Mercosur. Le Mercosur également est un exemple d'intégration plutôt abouti. Tout à fait. Oui, c'est un exemple... En Amérique du Sud. C'est un exemple de construction régionale, il est ici. Mais en fait, il y a un problème qu'on ne soulève pas. C'est que l'Union africaine se base uniquement sur la politique. Tandis que d'autres structures se basent sur l'économie. C'est ça la grande différence. Sur la politique, il y a beaucoup de problèmes à gérer, sans avoir la force économique. Donc ça pose les problèmes de fondation. Et ces problèmes de fondation résident effectivement dans l'origine, comme notre ami vient de le dire, très clairement, parce qu'il y avait des conceptions. Il y avait la conception par l'euro,
qui était prôné par le guide Kadhafi, les États-Unis d'Afrique, un gouvernement central avec des structures centrales. Donc il y avait Kadhafi qui défendait cette idée, qui est d'ailleurs une très bonne idée, soutenue par Wade, et il y avait une autre structuration par le bas, c'est-à-dire qu'on renforce les structures régionales, CEDEAO, East Africa Community, la SADC, et le CAC ou autre chose, pour plus tard faire les États-Unis d'Afrique. Mais le cheminement, c'est le même. Comme on commence par le haut, on arrivera aux objectifs, et quand on commence par le bas, on arriverait aussi au même résultat. Donc on est d'accord sur la conclusion, mais c'est le chemin à prendre qui... Le chemin à prendre. Donc ces deux conceptions ont fait que ça devient une coquille vide. En plus, tu n'as pas de moyens, et en fait de compte, tu ne peux rien faire. D'accord. Valentin Odogno, quand on regarde l'exemple des structures d'intégration régionale qui souvent marchent bien, hein, vous prenez l'UMOA en Afrique de l'Ouest, vous prenez la SADC qu'évoquait le docteur Paul Kananura, ce ne sont pas de mauvais exemples. Est-ce qu'on ne devrait pas bâtir l'Union africaine en donnant davantage de pouvoir à ces structures sous-régionales et en étant plus sélectif au niveau de l'Union africaine elle-même? Non, mais c'est très juste ce que vous dites. D'ailleurs, il y a beaucoup de chefs d'État africains qui pensent ce que vous dites, mais qui n'osent pas trop le dire, parce que, bon, ça peut... Parce que c'est vrai, si vous prenez l'exemple de la CEDEAO, c'est une institution qui, bon an, mal an, fonctionne. Hein, on a beau dire, c'est vrai que ce n'est pas parfait, mais ça fonctionne. Donc, c'est vrai qu'on pourrait s'appuyer sur... Le problème, c'est qu'il faut quand même, au-delà, une institution panafricaine. Et je ne pense pas que l'existence de l'Union africaine soit, disons, préjudiciable par rapport... Je pense que l'Union africaine doit exister parce que, vous savez, il y a des valeurs sur lesquelles les Africains sont tous d'accord. Et je pense que l'Union africaine, c'est vraiment important parce que, je ne sais pas, vous savez qu'il y a des différences anglophones, on a des pays anglophones, des pays francophones, et même en Afrique de l'Ouest, vous avez des pays anglophones. Il y a ce melting pot-là, c'est parce que vous prenez le Ghana, vous prenez le Cap-Vert, qui est lusophone. Voilà, le Bénin, par exemple, à côté du Nigeria, vous avez le Togo qui est... Donc, je pense que l'Union africaine est importante, son existence me paraît importante. Simplement, c'est qu'il faut trouver, si vous voulez... le moyen de faire en sorte que les organisations sous-régionales travaillent en symbiose avec l'Union africaine. Et là, ça pose problème parce que vous avez... Bon, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que l'Afrique traverse énormément de crises. Par exemple, Monsieur Kananura a dit qu'il n'y a pas un volet économique. Il y a un volet économique avec le Népal. Avec le Népal. Oui. Il y a un volet dont on ne parle plus beaucoup, qui a son siège en Afrique. Parce que généralement, quand nos chefs d'État arrivent à un sommet, il y a tellement de problèmes, disons, qui se posent, des problèmes soit des conjoncturels, des problèmes conjoncturels. Il y a la Côte d'Ivoire qui s'impose, à un moment donné. Avant, c'est le Tchad. Donc, si vous voulez, ça fait en sorte que les vrais problèmes qui doivent être abordés, les problèmes économiques, passent au second plan par rapport aux problèmes politiques qui se posent dans la plupart de nos pays. Donc il y a des conflits un peu partout. Donc les chefs d'État africains, évidemment, il faut chercher une solution à ces crises. D'où la nécessité de décentraliser, Julie Owono. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Ce ne serait pas une mauvaise idée, mais avant tout, toute bonne idée a besoin de moyens. Or, aujourd'hui, on sait que l'Union africaine... dépend beaucoup de ses contributeurs, ses généraux contributeurs extérieurs. Et notamment l'Union européenne, qui est un contributeur. Et les fondations américaines. Et les fondations américaines, qui sont aussi ces mêmes fondations ressortissantes de ces États qui peuvent se permettre d'imposer, par exemple, une intervention en Côte d'Ivoire pendant que l'Union africaine est en train de chercher une solution de sortie négociée entre les deux présidents à l'époque ivoiriens. Donc, oui, il y a vraiment cette question de moyens. Comment est-ce qu'une institution comme l'Union africaine, qui est censée représenter 53 États, peut fonctionner avec 144 millions d'euros de budget annoncé en 2011. C'est le budget à peine d'une PME chinoise. Surtout. Mais vous savez pourquoi? C'est qu'il y a la plupart des pays qui ne payent pas leurs cotisations. Oui, parce que j'ai regardé la grille de contribution, Paul Kananura, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, 70% proviennent de l'extérieur. 77. Voilà. 77%. Du budget vient de l'extérieur. Oui, en fait, c'est un problème. En fait, il y a des problèmes. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que les structures régionales doivent s'occuper des aspects économiques et de l'intégration, afin que ça soit plus parfaite dans la sous-région, afin de généraliser, et que l'Union africaine
s'occupe de la politique globale et de la sécurité de l'Afrique avec une sorte... Mais c'est déjà ce qu'elle fait, hein, non, parce qu'aujourd'hui, les elle plus n'a pas grosses... des institutions fortes, c'est-à-dire qu'elle doit se doter quand vous prenez la d'un Somalie, gouvernement par exemple, central. quand vous prenez la Somalie, la force qui est la plus présente en Somalie, c'est l'Union africaine. Et qui est financée par les autres. Qui est financé peut-être, mais c'est le poste de dépense le plus important de l'Union africaine aujourd'hui, celui de la sécurité et de la défense. Oui, c'est ça, on va y arriver. C'est-à-dire avec des institutions fortes, un gouvernement central. Je me souviens d'un discours d'Ouad qui disait que lui, quand il prenait une position forte, qui est tout à fait d'accord pour les États-Unis d'Afrique et qu'il se verrait très bien être gouverneur du Sénégal. C'était un discours sanitaire. Parce que parfois, maintenant, nous avons des présidents qui sont des gouverneurs d'une institution internationale dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, parce qu'on l'a vu dans les crises, on y reviendra. Mais ce que je voulais montrer, c'était cette structuration avec des institutions panafricaines fortes. Parce que collectivement, nous sommes forts, individuellement, nous sommes faibles. Et on profite de l'individualisme de certains pays pour continuer à diviser l'Afrique. Donc, pour s'en sortir, parlerons, c'est avoir l'Union africaine ou les États-Unis d'Afrique, il ne faut pas avoir peur des mots, qui protègent le continent. Kwame Nkrumah, on y a pensé. Kwame Nkrumah, on a pensé, mais il n'a pas pu l'emporter quand finalement. Il est parti parce qu'il est parti à cause de ça. Kadhafi également, il vient de partir parce qu'il poussait dans son sens. Il viendra quelqu'un d'autre qui est aussi courageux. Bon, ça veut dire que les autres aussi sont courageux, mais je crois qu'à un certain moment, pour se protéger, au lieu de se protéger individuellement, il faut se protéger collectivement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut les moyens. Comme on disait, donc il faut donner les chiffres les plus simples et plus précis. 77% du budget de l'Union africaine est assuré par l'extérieur. L'Union européenne en grande partie et les fondations américaines. Donc qui ont les révisés et qui ont les révisions propres, qui n'est pas la vision africaine. 15% c'était la Libye qui s'en occupait. Aujourd'hui que la Libye est malade, je ne sais pas celui qui s'en occupe. Les autres pays collectivement payaient que 8%. Les autres pays qui restent payaient que 8% de contribution. Donc, c'est à la fin financièrement une structure qui ne vaut pas la peine. Et à partir de là, juste, je termine par là, mon raisonnement. Et malgré qu'il n'y ait que 8%, il y a encore des arriérés de cotisation pour la plupart. Des arriérés de cotisation sur les 8%. Et en plus de cela, c'est-à-dire que l'Union africaine ne peut pas aller aux États-Unis ou en Europe discuter d'égal à égal d'intérêts de l'Afrique. Parce que quand un fonctionnaire de l'Union africaine arrive à Bruxelles pour discuter des intérêts africains, il a un rendez-vous d'une heure, juste on lui dit mais on ne sait pas, là, nous avons un problème avec la crise, on ne sait pas si on va payer vos salaires le mois prochain, 7 mois, il est là. Donc il commence à négocier le salaire, non seulement pour lui et pour son collègue, pour que ça continue à fonctionner. 45 minutes passent, on lui donne 15 minutes, et il n'épuise pas le dossier, on dit mais c'est fini le programme. C'est vrai. Donc, que c'est... on ne peut pas fonctionner avec les fonctionnaires de l'Union africaine qui sont les salariés de l'Union européenne. Non, mais ça, c'est effectivement... Non, moi j'allais vraiment insister également sur cette question d'autonomisation de la structure. Et cette dépendance budgétaire se traduit même finalement dans ce qu'on voit, puisqu'on a l'impression que l'Union africaine ne fonctionne presque pas. Elle est sous perfusion permanente. On entend vraiment parler d'elle que quand il y a les sommets, on prend beaucoup de décisions, mais on n'en voit finalement pas beaucoup l'aboutissement pendant l'année. Et cette dépendance budgétaire est vraiment, est un frein peut-être à ceux qui auraient des idées comme vous l'exprimiez tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de fonctionner sur un mode un peu fédéral en comptant sur les unions régionales et sous-régionales qui existent déjà et qui sont efficaces. Moi, je pense qu'effectivement, c'est un appel que nous devrions lancer aux dirigeants de l'Union africaine en leur disant si vous ne prenez pas la mesure de ce que nous déplorons tous ici, c'est-à-dire l'importance d'être autonome financièrement, vous risquez finalement de rester ce conseil d'apparat qui ne sert finalement pas à grand-chose, que les Africains ne connaissent pas, et ça peut même entraîner à terme une disparition de l'Union africaine. Parce qu'il existe un Parlement panafricain dont on ne parle pas beaucoup. Nous parlions du NEPAD tout à l'heure, mais c'est le même traitement finalement. C'est toujours le même problème. En fait, l'Union africaine a des institutions. Simplement, elles ne fonctionnent pas. Elles sont vides. Si je prends le cas, par exemple, de la Commission. Le président de la Commission, normalement,
Je me souviens qu'Alpha Oumar Konaré, le président Alpha, il s'était battu pour que la commission... C'est le tout premier président de la commission, avec cette exception. Il s'était battu pour que la commission africaine ait à peu près les mêmes pouvoirs que la commission de l'Union européenne. Il faut savoir que la commission de l'Union européenne a pour fonction de proposer et de mettre en œuvre des politiques communautaires décidées par les États. Donc elle joue un peu le rôle de gardienne des institutions. Or, la commission africaine, pour les chefs d'État africains, c'est juste un secrétariat, quoi. Et puis, il y a quelque chose de plus grave encore. C'est le conflit qu'il peut y avoir entre le président de la Commission et le président tournant de l'Union africaine. C'est-à-dire qui a la priorité sur l'autre. Parce que le président tournant, il considère le président de la Commission comme un secrétaire général, voilà, qui est là juste pour remplir des papiers. Voilà. En fait, c'est ça. Si bien que la Commission de l'Union africaine, d'ailleurs, je me pose la question, pourquoi on se bat pour ça? Parce que je me demande, bon, Jean Ping, que ce soit Jean Ping ou Madame Zuma, ça ne changera pas grand-chose tant que la Commission n'aura pas les réels moyens de faire son travail. Tant que la Commission restera un secrétariat général, bon, ben, la tête, ça ne changera pas grand-chose. Mais est-ce qu'elle ne devrait pas aussi, en fonction de cette crise qu'elle traverse et que le monde traverse de façon générale, repenser sa structure, s'alléger un peu de certaines institutions qui ne sont pas si indispensables que cela pour que le budget ne soit pas grevé? Non, mais vous savez qu'au sein de l'Union africaine, il y a quelques chefs d'État qui ont envie vraiment que les choses bougent. Simplement, la majorité bloque. C'est ça le problème. La majorité bloque. Parce qu'il y en a la majorité des chefs d'État, bon ben... Démocratisons peut-être les choses, faisons des consultations, demandons aux Africains ce qu'ils pensent et ce qu'ils voudraient. Représentatif qui a vraiment un pouvoir de décision, puisqu'aujourd'hui, le Parlement africain, comme disait tout à l'heure M. Odonou, il n'a aucune substance. C'est-à-dire que on ne sait même pas si... Personne ne sait qui représente son pays au Parlement panafricain. Est-ce qu'il se réunit quand et où? Bon, on sait que le siège est en Afrique du Sud. Tout à fait, oui. Mais est-ce qu'il se réunit? On n'en sait rien. Et à quoi il sert? Moi, je ne pourrais pas donner le nom des députés camerounais à l'Union africaine, au Parlement panafricain. Je pêche également. C'est appelé le conseil que la présidente est une tanzanienne. Oui. Je dis à peine. Mais le nom, ça ne dit pas grand-chose. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Elle n'est pas médiatisée, elle n'est pas visible. Mais est-ce que la question aujourd'hui, ce n'est pas de dire, finalement, ajustons, c'est-à-dire les programmes d'ajustement structurel ont servi pour les pays, mais est-ce que ça ne pourrait pas servir pour l'Union africaine et dire, voilà, on a des priorités aujourd'hui qui sont telles qu'il faudrait se séparer de certaines institutions et réduire l'Union africaine à la portion congrue des prises de décision, je ne sais pas, économiques ou d'intégration? Économique, ça sera difficile, parce que déjà, à la base, ce n'est pas économique. Donc, au départ, c'était l'unité africaine qui était là juste pour stabiliser les frontières ici de la décolonisation. Et après, ça a devenu un syndicat de chefs d'État qui étaient dictateurs, qui se protégeaient avec cette structure mutuellement pour dire on ne s'ingère pas dans les affaires intérieures. Effectivement, sur cette base de souveraineté. Et aujourd'hui, où il y a des pays qui sont démocratiques, donc il y a cette conception démocratique, autocratique, non seulement qui fait que ça ne marche pas, avec une faiblesse, effectivement, des moyens. Et maintenant, depuis les crises de l'année dernière, on voit que ça pose un problème dans la conception initiale. Donc ce n'est plus un syndicat qui protège les chefs d'État. À ce moment-là, il sera facile de repenser les institutions. Oui. Donc, comment est-ce que vous avez vécu d'ailleurs? Parce que sur ces fameuses crises, on va y arriver parce que c'est l'élément déclencheur quand même. On a très peu entendu l'Union africaine et même quand elle a parlé, sa voix n'a pas du tout pesé dans la prise de décision. Et justement, c'est une des grandes questions sur comment va se dérouler ce premier sommet où on voit entrer en scène le CNT, qui n'était pas là l'année dernière, où on va entrer en scène Monsef Marzouki, qui est issu d'une révolution qui a aujourd'hui repris le chemin du droit constitutionnel. Bon, il y a le nouveau chef d'État, Alassane Ouattara. Bon, en sachant que l'Union africaine... L'Égypte, je ne sais pas qui la représentera, mais dans tous les cas... je pense que ce sera un représentant du nouveau... C'est le général Tantawi qui est le patron normalement. C'est lui ou le Premier ministre. Oui. Justement, c'est de savoir comment une institution comme l'Union africaine, qui a mis du temps à reconnaître l'existence et la légitimité,
du Conseil national de transition en Libye. Comment est-ce qu'elle va pouvoir, travailler de concert avec ses représentants, avec qui il y a eu des relations de méfiance quelquefois, et avec qui il n'y a peut-être pas eu une recherche du dialogue, par exemple. Qu'est-ce que l'Union africaine a tenté de faire en Libye? Tout le monde s'est posé la question. Il y a eu un sommet sur la Libye à Paris. Qui de l'Union africaine a été même invité? C'est pour dire à quel point on a mis de côté finalement l'institution qui aurait dû prendre cette place-là. Mais encore une fois, elle ne pouvait peut-être pas le faire parce qu'il y a cette question de dépendance budgétaire. Quand on sait que Muammar Kadhafi contribuait à hauteur de 15% et que c'était le seul chef d'État africain qui était à jour sur ses cotisations et allait même payer celles des autres de ses confrères africains. Ses homologues. Ses homologues africains, pardon. Effectivement, on peut comprendre que Jean Ping ne soit pas empressé de demander à ce que Muammar Kadhafi se mette au même niveau que du CNT pour négocier. Et comment se fait-il aussi qu'il y ait eu ce deux poids, deux mesures? Sur la Syrie, par exemple, la position de la Ligue arabe est prépondérante. C'est le point de vue de la Ligue arabe qui compte pour qu'on aille bombarder ou pas. Et sur l'Union africaine, sur l'Afrique, on n'entend pas l'Union africaine. Écoutez, l'Union africaine sur la Libye, notre ami l'a dit, le problème c'est que qui est-ce qui finançait l'Union africaine? C'était Kadhafi. Donc ça posait un réel problème. Kadhafi avait une telle emprise sur les chefs d'État africains et sur l'Union africaine que c'était très compliqué à l'Union africaine de dire voilà, aller renverser Kadhafi. Donc si vous voulez, moi je comprends un peu les problèmes que l'Union africaine a eu pour gérer le problème libyen. Ouais. Mais ce que je reproche à l'Union africaine, c'est qu'à partir d'un certain moment où l'évidence s'impose, à partir de ce moment-là, l'Union africaine aurait dû faire preuve de pragmatisme et nouer un dialogue avec les insurgés. Puisqu'à un moment donné, on voyait bien que les choses basculaient. L'Union africaine a persisté dans son soutien plus ou moins déguisé à Kadhafi. C'était une erreur politique. Mais au départ, ce n'était pas facile pour l'Union africaine de se positionner par rapport à la situation. Moi, je reviens sur la situation ivoirienne. Et là, je pense que là où l'Union africaine a vraiment failli, à mon avis, c'est sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'à partir du moment où l'Union africaine a reconnu la victoire de Alassane Ouattara... Avant tout le monde. Avant tout le monde, elle l'a reconnu. Elle aurait dû se donner les moyens de faire appliquer. Lesquels? Puisque nous reconnaissons qu'elle n'a pas les moyens de son fonctionnement. Oui, mais écoutez... Les moyens financiers, j'entends. Oui, mais à partir du moment... politiquement, c'est là où l'Union africaine a commis une faute. Ou bien, vous ne reconnaissez pas la victoire d'un camp, enfin de l'un ou de l'autre, et vous restez dans l'ambiguïté. Alors là, on peut dire... Mais là, à partir du moment où... Après le séjour des 3 chefs d'État qui sont venus sur place en Côte d'Ivoire enquêter, ils sont venus et ils ont eux-mêmes constaté, dans leur rapport, ils ont dit c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Donc à partir de ce moment-là, ils devraient se donner les moyens de faire appliquer... Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire concrètement? Écoutez, ils auraient pu, par exemple, au lieu de laisser les Occidentaux intervenir tout seuls, ils auraient pu collaborer avec les Occidentaux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des casques. Et contrôler ce qui s'est passé sur la situation. Si l'Union africaine s'était associée, par exemple, à l'Union européenne pour dire, écoutez, nous n'avons pas les moyens de faire partie de Gbagbo. Et nous avons une solution. Voilà, nous avons une solution. Travaillons ensemble. Et vraiment, je pense que on aurait pu éviter des morts. Simplement, l'Union africaine n'a pas pu peser. D'accord. Vous pensez, vous aussi, que l'Union africaine a raté le train de ces fameuses révolutions, à la fois le printemps arabe et puis la situation en Côte d'Ivoire, qu'elle aurait dû se mettre à la remorque de la communauté internationale? En fait, l'Union africaine, elle est victime des enjeux qui la dépassent, c'est-à-dire des considérations personnelles et amicales des chefs d'État, d'une part. Et d'autre part, je reviens sur la Libye, parce que là, il a bien dit sur la Côte d'Ivoire. Sur la Libye, le Conseil de sécurité de sécurité de l'Union africaine avait mandaté 5 chefs d'État pour négocier entre Kadhafi et les insurgés. Et pendant que les chefs d'État négociaient, le Conseil de sécurité aussi adoptait une résolution. Non, c'était juste après. C'était juste après. La résolution était là et les bombardements avaient commencé. Donc il y avait l'espace d'exclusion aérienne qui était déjà décrété. C'est-à-dire que les chefs d'État africains ont été empêchés d'aller en Libye. Ils ont demandé l'autorisation. Ils devaient y aller un dimanche, un lundi. On a repoussé pour qu'ils y aillent mardi finalement. C'est-à-dire que ça, c'est très grave en fait. Ce qui est grave, ce n'est pas qu'on les a empêchés d'y aller. Ce qui est grave, c'est que la Libye, c'est l'espace africain.
Donc c'est l'espace qui était sous l'Union africaine. Quelqu'un d'autre t'autorise d'y aller alors que tu es africain, dirigeant africain. Mais où sommes-nous? C'est ça la question qu'il faut se poser, la question très importante. Et à ce moment-là, donc, au moment où on vous empêche d'y aller, il y a d'autres choses qui se font. Et vous arrivez trop tard. Et quand vous arrivez, vous êtes effectivement ami, donc quelqu'un que vous avez retrouvé au pouvoir, qui est considéré comme papa dans le jargon africain, qui s'appelait généreux donateur. Généreux donateur, non seulement de l'Union africaine, mais aussi de tous les pays qui en composaient individuellement. Et donc, quand vous allez parler à Kadhafi, vous ne parlez pas d'égal à égal, de dire, bon, vous dites, mais vous comprenez, grand frère, il faut... Mais quel pourrait être les... C'est ça, donc la question... Enfin, la position était ambiguë du point de vue de l'individu, ce qu'on comprend très bien, c'était ambigu du point de vue de l'Union africaine, mais ça... c'est le fonctionnement quotidien de l'Afrique et des Africains, qu'il faut corriger d'ailleurs. Oui. Mais quels pourraient être les véritables enjeux de ce sommet? Au-delà de cette élection du nouveau président de la Commission, qui pourrait être le docteur Jean Ping ou quelqu'un d'autre, la femme de Jacob Zuma, pourquoi pas, mais quels pourraient être les enjeux de ce sommet? Écoutez, moi je pense que quand même l'Union africaine devrait faire un retour en arrière sur l'année 2011 et faire son introspection, parce qu'il s'est quand même passé des choses incroyables sur le continent, et à chaque fois, elle a été en retard sur les événements. Donc je pense que là, c'est vraiment l'occasion d'ouvrir le débat et de dire, voilà ce qui s'est passé. Comment on fait pour que... parce que les crises en Afrique, ce n'est pas fini. Hein. Cette année, il y aura beaucoup d'élections et on va peut-être avoir des crises. Là, en février, avec le Sénégal, on ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait même pas. Le Sénégal, c'est vraiment... ça boue au Sénégal. On ne sait pas. Donc, il faut vraiment que l'Union africaine fasse une introspection sur ce qui s'est passé et essaye de trouver... En tout cas, de tenter de trouver une parade pour que, si l'année 2012 est aussi agitée que l'année 2011, que les choses se passent autrement. Bon, moi, je suis pas très optimiste, mais je pense que c'est la moindre démarche à faire. C'est vraiment se poser les bonnes questions et essayer de s'en donner les moyens. Julie Honor. Tout à fait. Un des enjeux fondamentaux de ce sommet est effectivement la rétrospective et aussi la prospective. Qu'est-ce que nous voulons faire de l'Union africaine et qu'est-ce qu'on peut apporter dans le débat africain et international plus généralement. Ceci dit, il y a aussi il faudrait qu'elle réussisse également à être à l'avant-garde sur les questions qui vont se poser en Afrique subsaharienne et Afrique en général. Et je pense notamment à la question sécuritaire. On voit aujourd'hui Boko Haram, tout le monde en parle, 200 morts en quelques jours, les 2 derniers jours. C'est quand même une menace qui nous pend au nez, excusez-moi l'expression. Je réfléchissais, le Mali est à peu près dans la même situation. Le Mali, effectivement, des prises d'otages. Le Cameroun qui commence à être touché, parce que j'ai lu tout à l'heure que Tchad, certains leaders... C'est que AQMI essaie de rayonner malheureusement dans toute cette partie de l'Afrique. Et ils réussissent à rayonner aussi parce qu'il faut le dire, ce sont des États dont les situations sociopolitiques ne sont pas optimales. Boko Haram, avant tout, c'est, selon moi, une protestation contre un État sociétal déliquescent, alors qu'on est dans un pays pétrolier qui a beaucoup de ressources, mais qui n'arrive pas à satisfaire ses populations dans leur ensemble. Donc, véritablement, ce serait aussi d'essayer d'anticiper sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'est-ce que le Conseil de paix et de sécurité peut faire, quels moyens on peut mettre en œuvre pour... voilà un problème concret qui va se poser. Et je pense que pour une fois, l'Union africaine a la chance que qu'on soit en début d'année et que ces événements soient un peu concomitants pour essayer de proposer, avant que peut-être les États-Unis déclarent, par exemple, que Boko Haram est une secte terroriste qu'il faut combattre et qu'on envoie encore des militaires, ce qui risque encore de choquer, de frustrer les populations africaines. L'Union africaine, qu'est-ce qu'elle peut proposer pour anticiper sur ces questions-là? Maintenant, après, pour revenir sur la question de son autonomie, il y a quelques propositions qui sont faites en ce sens. Certains parlent de taxation indirecte, taxer les billets d'avion, par exemple, taxer même une forme de valeur ajoutée qui pourrait servir comme ressource, comment dire, alternative aux contributions étatiques et aux contributions extérieures qui sont véritablement une épée de Damoclès pour l'organisation.
Et cette fameuse diaspora, en quoi est-ce qu'elle pourrait être utile, puisqu'elle est la 6e région de l'Union africaine? Le problème, c'est que tout simplement, on ajoute des structures à des structurations qui ne fonctionnent pas. On ajoute des structures qui ne fonctionnent pas. La diaspora n'a rien à faire. En dehors de représenter, d'être ambassadeur de l'Union africaine pour d'autres choses. Mais il n'a pas... Sachant qu'il y a aussi des ambassadeurs de l'Union africaine en Belgique, en Suisse, par exemple, qui sont de véritables ambassadeurs nommés. Promouvoir l'amitié entre les peuples, promouvoir le dialogue entre les peuples, ce qui ne se fait pas en Afrique. Peut-être ça peut commencer par la diaspora. Mais ce qui est intéressant, comme nos amis l'ont dit, c'est que l'Union africaine doit adopter une approche critique et dialectique pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, alors prendre une position très claire de fonctionnement. Donc dire, écoutez, chers amis chefs d'État, nous sommes d'accord, on était une coquille un peu, une parapluie qui est juste là, mais on a vu que individuellement, vous n'êtes pas protégés. L'Union africaine n'a pas pu vous protéger. À ce moment-là, pour se protéger collectivement, il faut avoir des institutions fortes. Vous transférez une sorte de quelques... Mais pour ça, il faut de l'argent. La puissance, elle vient aussi avec... Non, l'argent, je vais y arriver. Comme parlait Julie Renaud, il faut d'autres sources de financement. Les 77%, on ne les comble pas comme ça. Non, je vais y arriver dans la proposition qui est tout à fait diamétralement opposée à ce qu'on peut penser. Et elle est très critique. À ce moment-là, qu'est-ce que nous voulons de l'Union africaine? Que ce soit une Union africaine qui protège les peuples, qui protège les peuples contre la mauvaise gouvernance, qui protège les peuples contre les gens qui veulent s'éterniser au pouvoir, parce que dès qu'il n'y a pas de renouvellement d'élite dans les pays, le pays stagne à un certain moment. Parce qu'au bout de 10 ans de pouvoir, on ne pense plus. Même la Chine est mieux, elle renouvelle tout le temps. C'est pour cela que la Chine marche. C'est presque le renouveler des instances dirigeantes tout le temps, d'une manière ou d'une autre. Mais on peut le faire peut-être à l'africaine, africaniser la démocratie. C'est-à-dire africaniser, c'est peut-être faire passer les lois par l'Assemblée nationale. Hein? C'est-à-dire c'est tout à fait légal. Oui, les députés ont décidé, ils sont élus du peuple, donc c'est la volonté populaire. Oui, on peut le faire à condition que ces lois renouvellent la classe dirigeante, que ce soit politique ou économique. Mais vous le savez très bien, il n'y a pas de renouvellement. Les révisions sont faites. C'est ça, maintenant, l'Union africaine, ce qu'elle doit s'attacher à protéger les peuples dans son sens. Les valeurs et deuxièmement, sont contenues dans la charte de l'Union africaine. Il faudrait qu'elles soient appliquées. On ne cherche pas une mille valeurs comme ça dans un bouquet de millefeuilles. On trouve 3 ou 4 qui sont là, comme ça, des indicateurs vérifiables et objectifs. D'accord. Et sur le plan du financement, sur le plan du financement, le tas de rotation par zone de chefs d'État, là, il faut arrêter. C'est-à-dire qu'un pays qui se porte candidat pour présider l'Union africaine doit apporter au moins 40% du budget de l'année. Si un pays qui n'est pas capable, ce n'est pas la peine d'aspirer à la présidence. Mais là, c'est presque... Si on fait ça, on a encore 4 États. 70%. Voilà. Il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola. C'est-à-dire qu'à ce moment-là... Le Cap-Vert, peut-être, si ça l'intéresse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les rapports verticaux, d'égard à égard, donc quelqu'un qui ne compte rien et quelqu'un qui compte, ça n'a pas de sens jusqu'à présent. C'est ce qui a marché. C'est pour cela que ça ne marche pas. Parce qu'un pays qui ne contribue pas et qui préside ne va pas imposer les vies de quelqu'un qui contribue. C'est ce qui s'est passé avec la Libye. Mais là, pour y arriver, je sais que c'est une décision très difficile, très choquante même, provocatrice. Mais il faut dire, mais si vous n'êtes pas capable d'assumer votre famille, vous ne pouvez pas inviter les autres. Est-ce qu'on ne revient pas là, Valentin Odognou, à une espèce de suffrage censitaire où ce sont les plus riches, les pays les plus riches qui... Je crains vraiment que ça... Parce que c'est vrai que si on décide... Cela dit, c'est un modèle, comme on me le rappelait à la régie, c'est un modèle qui marche en Europe, puisqu'on dit que la France et l'Allemagne sont les moteurs de l'Union. Mais en même temps, ça ne vous a pas échappé que le président de l'Union européenne, c'est un Belge. C'est un Portugais, oui. C'est un Belge. Le président de la Commission, c'est un Portugais. Donc, il faut quand même... Ce sont des petits pays. Je crois qu'il faut éviter, moi personnellement, je pense qu'il faut éviter que tous les pouvoirs soient dans les mêmes, d'un même pays ou d'un petit groupe de pays. Par exemple, moi personnellement, j'ai rien contre Mme Zuma, mais moi je pense que pour moi, ce serait une erreur que Mme Zuma, par exemple, préside la Commission, parce que
toutes les autres institutions de l'Union africaine sont en Afrique du Sud. Exactement. L'Afrique du Sud est la première puissance économique. Donc si en plus elle contrôle la puissance politique, bon, à mon avis, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Je pense qu'il faut vraiment faire en sorte que les autres pays aussi se sentent concernés par la chose africaine. Et ne se sentent surtout pas écrasés. Écrasés. Mais je pense que c'est très important. Oui, en fait, bon, j'ai dit que c'était une proposition provocatrice, juste pour provoquer au débat. Non, c'est normal, nous sommes dans un débat. Pour provoquer au débat, oui. Effectivement, je vois que ça commence. Moi, je n'étais pas sur le président de la commission, en fait. On attaque la question de l'élection du président de la commission, parce que c'est aussi l'une des... ma proposition, ce n'est pas une position, c'est une proposition pour le débat. Absolument, oui. Là, je ne suis pas sur le niveau de présidence de la commission autre chose. Je suis sur la présidence du conseil d'un chef d'État. C'est-à-dire que les pays qui, jusqu'à présent, donc, qui sont capables juridiquement et politiquement, mais qui ne sont pas capables économiquement d'assumer l'Union, ne prétendent pas à la présidence pour un certain temps. C'est-à-dire que ces pays qui peuvent économiquement président pour mettre les choses au plat, et dès que les choses vont au plan, et après, peut-être, on reprendra la nouvelle. Mais vous savez, on n'a pas demandé ça, même dans l'Union européenne, ça ne se fait pas. Oui, mais l'Union européenne, c'est ce que vous avez dit, c'est l'Allemagne et la France qui décident, et les autres avalisent. C'est comme ça que ça se passe. C'est un peu plus compliqué. Non, simplement, c'est comme ça. Mais de toutes les façons, oui, c'est à l'unanimité, mais tout le monde, vous avez que les décisions de l'Union africaine, ils donnent le ton. Ils donnent le ton, mais on a vu que les autres, toujours, on ne modifie rien. C'est ce que nous constatons depuis une dizaine d'années. Non, une seconde. C'est qu'en Afrique, nous n'avons pas cette structure qui fonctionne parce que c'est une structure politique, ce n'est pas une structure économique. Donc c'est ça la différence. Comme maintenant, c'est une structure politique, il faut qu'elle soit dirigée par une structure, enfin un pays économiquement fort, qui permettent de fonctionner en autonomie. D'accord. Julie Ronan. Alors que ce soit, je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous dites que ce n'est qu'une structure politique. Justement, avec ce sommet, je crois que le thème, c'est promouvoir le commerce intra-africain. C'est bien une preuve que l'organisation a aussi envie de se doter de ce volet un peu plus économique et peut-être de remettre sur la table... Oui, avec le NEPAD. C'est un volet très important qui, à mon avis, a été, comment dire, un peu négligé, malheureusement, mais qui mérite, qui gagnerait à ce qu'on en reparle. Et surtout qu'on reparle du Fonds monétaire africain. Comment on va financer ces initiatives de commerce intra-africain qui, pour moi, est la clé du développement. Du commerce africain. C'est-à-dire que les Africains commercent entre eux à hauteur de moins de 10%. Effectivement. Et vous le voyez dans les voies de communication qui sont le premier moyen les télécommunications également pour aller je sais pas moi, au Mozambique. Je suis obligée de passer des fois par le Maroc pour redescendre. Par le Qatar, souvent. Par le Qatar, souvent, qui fait les liaisons. Donc, sur le volet économique, il y a une volonté, il y a déjà des prémices. Maintenant, je ne suis pas contre le fait qu'effectivement l'Afrique du Sud, qui a déjà une partie des institutions, qui abrite déjà une partie des institutions de l'Union africaine, prenne également la tête de la Commission. Pourquoi ? Je pense que l'Afrique du Sud, elle est au G20, par exemple. On peut pas. Elle est à l'OCDE aussi. Elle est à l'OCDE également. Donc c'est un partenaire aujourd'hui qui compte sur la scène internationale. Et je pense que on gagnerait en tant qu'Union africaine et certains. Enfin, dans le fonctionnement même de l'organisation, on gagnerait justement à s'inspirer de ces États qui sont dans une certaine dynamique économique et politique qui mais sont. Mais ce n'est pas le seul exemple sur le continent. Ce n'est pas le seul exemple, mais c'est le seul qui a proposé. Vous avez un pays comme le Ghana qui fonctionne très bien aussi. Pourquoi pas un Ghanéen à la tête de l'Union africaine et surtout, de la Commission africaine et surtout. Pourquoi pas un Algérien? Pourquoi pas? Et surtout, il faut leur donner les moyens de travailler. Il faut faire fonctionner les institutions. C'est l'Afrique du Sud qui est la seule à avoir proposé Mme Zuma pour faire face à M. Ping. Au départ, on était même... Il y a une règle non écrite qui dit que normalement, un grand pays ne doit pas prétendre à cette fonction. Ils sont 5 aujourd'hui. C'est une règle non écrite, mais qui était jusqu'à présent respectée. Exactement. Mais imaginez, par exemple, un Américain à la tête des Nations Unies. Imaginez, parce que déjà, c'est la première puissance économique du monde. Si en plus, il y a un Américain... Vous voyez ? Non, mais il faut vraiment, je pense qu'il faut absolument... Moi, c'est mon point de vue. Vous parliez de pragmatisme tout à l'heure. Nous ne sommes pas dans le pragmatisme. Oui. Moi, je pense que le pragmatisme, c'est aussi de reconnaître qu'effectivement, l'Afrique du Sud en est à un niveau de développement et de démocratie que...
beaucoup de pays du continent auraient à lui envier. Donc pourquoi ne pas profiter du fait qu'ils sont dans cette dynamique-là pour tirer également cette institution un peu de son côté un peu moribond, excusez-moi de l'expression. Jusqu'aujourd'hui, le Maroc n'est pas revenu dans le concert des nations africaines. Est-ce que ce n'est pas un problème? Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à se poser la question de savoir comment on ramène un pays qui est membre fondateur de l'Union africaine dans le cercle des décideurs? En fait, le Maroc s'est retiré de l'Union africaine à cause du Front Polisario. Quand l'OUA a reconnu le Front Polisario. Donc, et justement, le problème, il reste là, le différent est là. Est-ce que on met un mouchoir dessus, on n'en parle plus, du coup... mais le Maroc exige que l'Union africaine ne reconnaisse pas, en tout cas retire cette reconnaissance-là, sinon le Maroc ne reviendra pas. Pour eux, c'est un casus belli. C'est ça. C'est où l'Union africaine... Parce que c'est la seule institution qui reconnaît le Front Polisario. Le Front Polisario ne siège dans aucune autre institution en dehors de l'Union africaine. Et le Maroc considère que le Sahara oriental fait partie intégrante de son territoire. Occidental fait partie intégrante de son territoire. Du coup, voilà, c'est le blocage, il est là. Donc, c'est ça. Le cas du Maroc est intéressant et ça m'emmène aussi à me poser une question. Finalement, on parle de panafricanisme, mais finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on est sûr que les Égyptiens s'identifient à ce panafricanisme? Est-ce qu'on est sûr que le CNT, aujourd'hui, qui dirige la Libye, va s'identifier à ce panafricanisme? Donc, plus globalement, ça pose la question de la philosophie qu'il y a derrière l'Union africaine. Certains ont parlé de renaissance africaine plutôt. C'était déjà ça la philosophie avec Thabo Mbeki. C'était porté également par le président Ouad au Sénégal. Aujourd'hui, cette fameuse renaissance africaine, elle n'a plus ni corps ni sens. Enfin, on ne sait pas exactement. Parce qu'elle est représentée par excusez-moi, Abdoulaye Wade. Elle a fait le renouveau. Comme Chirac, elle a fait cheat, d'accord. Non, mais c'est vrai. Mais on peut la regonfler quand même. Oui, pourquoi pas. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'est plus portée que par Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade est dans une situation un peu compliquée, vous savez. Bon, voilà. Non, mais c'est vrai que... Mais pour revenir sur ce front économique, parce que, comme vous le disiez, c'est le nerf de la guerre. Qu'on le veuille ou pas, il faut en arriver à cela. Il faudrait que l'Union africaine soit capable, par exemple, de remettre sur les rails l'économie d'un pays africain défaillant. Si par exemple, le Tchad ou, je prends n'importe quel exemple, mais si un pays africain n'arrive pas à s'en sortir financièrement, à boucler ses fins de mois, il faudrait que l'Afrique ait la capacité de dire, voilà, nous vous proposons un plan en 5 ou 10 points qui consiste en ceci et en cela. Voilà les conditions, voilà les moyens. Effectivement, mais on en revient toujours, pour faire ça, il faut un fonds monétaire africain. Et il y a une banque africaine de développement. Oui, mais qui ne dépend pas. Il y a des contributeurs extérieurs là aussi. Voilà. Le problème, mais le Nigeria fait partie des grands contributeurs. Le problème, il est là. Mais avec un 8%, je crois. Le problème, il est là. C'est que les contributeurs, les plus gros contributeurs viennent de l'extérieur. La Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, la France. Voilà, l'Union européenne, et voilà. C'est une bird bis, enfin une BIRD bis finalement, la Banque africaine de développement, parce qu'elle fonctionne elle a des modèles qui sont de toute façon imposés par les bailleurs de fonds. Elle est obligée, si elle veut des crédits... Parce qu'aujourd'hui, elle voudrait financer les infrastructures, par exemple, les infrastructures d'intégration régionale. C'est un chantier énorme. C'est de l'intérêt de personne. Par exemple, quand on voit dans la zone franc, pourquoi est-ce qu'entre la CEMAC et la zone d'Afrique de l'Ouest, il n'y a pratiquement aucun échange? Je crois que, il me semble, je ne me rappelle plus exactement du film, mais je crois que la part des échanges commerciaux était de 3% entre ces deux zones, ce qui est rien. Qui utilisent la même monnaie. Qui utilisent la même monnaie, mais qui n'est même pas utilisable d'une zone à l'autre. Donc oui, c'est un débat intéressant. Excusez-moi de vous couper, même au sein de la CEDEAO, je peux vous assurer que même les échanges économiques entre les divers pays, c'est pas terrible. Pas terrible. Et pourtant, la CEDEAO est souvent donnée un exemple. On peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux. Et aujourd'hui, nous avons évoqué une idée, je reviens encore à cette question économique parce que pour moi c'est important. Enfin, je crois que c'est pas que pour moi, c'est en termes de financement, il est important qu'on trouve aujourd'hui les moyens de combler, si ce ne sont pas les 77%, au moins les 15% que la Libye apportait. Oui. Mais quels moyens on a pour ça? Est-ce qu'il faut aujourd'hui demander une contribution, lever une contribution générale de tous les Africains à hauteur de 1 euro? Je sais pas, c'est une idée que j'avance, mais... Je pense que ça peut être intéressant et c'est justement, ça vient à une chose que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que l'Union africaine, finalement, elle est un peu dans cette espèce de crise que d'autres pays vivent, c'est-à-dire un décalage entre la masse, donc les citoyens, et les institutions. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a véritablement une incompréhension. Les citoyens ont l'impression...
les choses vont tellement vite aujourd'hui avec Internet, tout le monde sait ce qui se passe à l'autre bout du Mozambique en étant, je ne sais pas moi, à Lagos par exemple, alors qu'avant c'était beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, proposer que des citoyens puissent une espèce de contribution sociale, une contribution généralisée, pourrait effectivement intégrer un peu plus le citoyen africain au sein de l'institution. Fait qu'il s'approprie un peu l'institution. Qui s'approprie l'institution et qui se sentent concernés, qui comprennent l'importance d'avoir un outil comme celui-là pour régler déjà ses problèmes, les problèmes de son État. Vous parliez tout à l'heure de si un pays est en problème économique, comment est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider? C'est finalement à ça que devrait servir aussi l'Union. Intégrer le citoyen par ce biais-là pourrait être une des solutions. Évidemment, ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres. J'ai parlé tout à l'heure de certaines formes de fiscalité qui pourraient être intéressantes et qui pourraient ne pas être trop lourdes à porter dans le portefeuille de ceux qui devront sortir de l'argent. Il y a aussi les entreprises qui pourraient être aussi des donateurs. Ça se voit, il y a des organisations internationales qui le font, qui comptent presque exclusivement sur des donations des corporates. Pourquoi pas l'Union africaine? Parce qu'on parle beaucoup de la solidarité africaine, mais au niveau de l'Union africaine, on ne la sent pas beaucoup. Hein. C'est comme si c'était une valeur du passé ou une valeur prohibée, finalement. Oui, mais j'aimerais dire d'abord qu'au départ, il faudrait déjà que chaque pays paye sa quote-part. Parce que ça, c'est quand même un vrai problème. Hein. Comment voulez-vous que l'organisation marche? En 1999, on était pratiquement à la cessation de paiement concernant l'Union africaine. Heureusement que la Libye a injecté un peu d'argent du temps de Kadhafi. Aujourd'hui, on n'en est pas très loin, parce qu'on ne sait pas si les 15% de la Libye seront reversés. Comment on procède? On n'en sait rien. Donc, je pense que si on veut effectivement avoir de l'aide, moi, ça, à la limite, c'est pas... Disons que il faut voir la proportion de l'aide. Bon, évidemment, quand ça atteint 70%, je crois que ce n'est plus de l'aide. Ce n'est plus de l'aide, c'est de l'assistance, de l'assistanat. Bon, je pense que là, c'est grave. Mais je pense que l'aide en soi, elle n'est pas mauvaise si on contrôle quand même l'essentiel de son budget. Par exemple, si le budget de l'Union africaine était financé à peu près à 10 à 15% de l'extérieur, ça me gêne. Mais le problème, c'est que c'est financé à plus de 70%. Et c'est ça qui est grave. Donc, je pense qu'il faut déjà que chaque État commence à respecter sa signature et à payer sa quote-part. Déjà, ça fonctionnerait mieux. Merci. Je vais revenir sur l'aspect économique. Il nous reste moins de 5 minutes. Hein. OK, pas de problème. Donc, si le NEPAD compare un projet économique africain, en fait, le NEPAD est à l'image de l'Union africaine sur deux points, sur sa conception et sur son financement. Sur sa conception, c'était effectivement la conception de Bouteflika qu'on a jonctionné avec la conception Mbeki et Obasanjo et pour former le NEPAD. Déjà, donc, c'est à géométrie variable, comme l'Union africaine par le haut et par le bas. Et Abdoulaye Wade a désavoué le NEPAD finalement, après l'avoir porté... Deuxième moment, c'est juste un projet, c'est-à-dire que l'Afrique apporte un projet et le financement vient de l'extérieur aussi. Encore une fois. Donc, encore une fois. Donc, ce qui met l'Union africaine dans une diplomatie de mendicité sur son projet économique. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'était en 2004 ou 2005, l'ancien sénateur Jacques Pelletier, qui intervenait dans nos colloques qu'on avait organisés à Bordeaux. Il a fait un très bon exposé sur la coopération internationale, parce qu'à l'époque, que Dieu garde son âme, il était président du Haut Conseil à la coopération internationale ici en France. Il a exposé, il était à côté de l'ancien ambassadeur du Sénégal pour exposer sur le sujet Doudou Diop. Et il a remarqué à la salle, il dit, le NEPAD, c'est un formidable outil, mais véritablement vide. Ça faisait 10 ans, juste je relève, il dit, vous allez sur le site du NEPAD, si les institutions vous voyez, si les missions vous voyez, si vous allez sur le projet, il n'y a rien sur le site du NEPAD. Alors que c'était un outil pour promouvoir les projets. Donc il n'y avait rien de projet au bout de 10 ans de fonctionnement. Est-ce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, puisqu'il nous reste très peu de temps avant la conclusion de l'émission, est-ce que le moment n'est pas venu pour l'Afrique aujourd'hui d'avoir une banque centrale, même si on n'a pas une monnaie unique comme c'est le cas pour l'Europe, d'avoir une banque centrale suffisamment forte sur laquelle elle peut asseoir sa croissance, son projet de développement, peut-être le NEPAD ou autre chose, mais est-ce que ce n'est pas le moment aujourd'hui de le faire? La question est difficile parce que vous parlez quand même de zones économiques qui sont très différentes, qui ne fonctionnent pas sur les mêmes moteurs.
bien sûr, plus l'union fait la force, comme on dit toujours, mais on le voit aujourd'hui, l'euro, où en est l'euro? Comment a été construit l'euro? L'euro est dans une profonde parce que c'est une monnaie unique. Si on fait une monnaie commune au sein d'une banque centrale où chacun arrive avec sa propre monnaie, mais c'est pas grave, on met ensemble pour bâtir une vraie croissance, un projet de développement. Je pense que c'est une très belle idée, mais encore une fois, elle va se confronter à la réalité qui est effectivement l'hétérogénéité de l'Union africaine. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Les pays du nord africain, les pays de l'ouest africain, les pays du sud, on a beaucoup en commun, mais finalement, est-ce qu'on fonctionne sur les mêmes modèles économiques? Est-ce qu'on a les mêmes moteurs de notre économie? Ça, c'est un Pour peu conclure, plus... si vous étiez au sommet de l'Union africaine qui va s'ouvrir bientôt, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous demanderiez aux chefs d'État aujourd'hui de faire pour que l'Union garde sa prédominance sur la scène internationale? Je demanderais... Si prédominance il y a. Si prédominance il y a. Je demanderais à l'Union africaine d'être véritablement porteuse des valeurs qu'elle a en son sein, c'est-à-dire démocratie, les valeurs universelles finalement que tout le monde partage, mais aussi et surtout qu'elle fasse confiance à sa jeunesse et qu'elle renouvelle effectivement les personnes qui sont là pour lui proposer des alternatives. Voilà. Valentin Odoniou. Oui, je dirais qu'elle applique ce qui est contenu dans sa charte. Et toutes les valeurs sont là, hein, la démocratie, la bonne gouvernance. On ne va pas réinventer la roue. Oui, tout est là, il suffit de les appliquer. Et je pense que si vraiment c'est appliqué strictement, en n'hésitant pas à sanctionner ceux qui ne respectent pas, je pense que... Y compris à exclure. À exclure. Ou en tout cas à suspendre au moins les mauvais élèves. Je pense qu'on ferait vraiment un bon pas en avant. Dr Paul Kananoura. Oui, ce que je peux demander, c'est de changer le mode de fonctionnement et de financement de l'Union africaine, de se doter des institutions fortes qui protègent les peuples. D'accord. Le reste viendra. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci à Julie Oueno, qui est consultante en relations internationales. Merci à Valentin Odoniou, journaliste indépendant. Merci au Dr Paul Kananoura, qui est président de l'ASEAF. L'ASEAF, c'est l'Association des stagiaires et étudiants africains en France. Merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Merci à toute l'équipe technique qui a permis sa réalisation. Restez en compagnie de nos programmes et à très bientôt.